Alors dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous démontrer que euh, en skinning, en fait, on est obligé de rajouter des joints au niveau du poignet pour que la torsion se fasse bien. Alors ici, j'ai par exemple une chaîne d'os classique avec une épaule, un coude, un poignet et un mesh très basique en fait, avec très peu de définition. En fait, tant qu'on fait des rotations sur le poignet, sur les axes latéraux, donc comme ceci, ou bien comme ceci. La déformation au niveau du poignet se passe très bien. Bon, ici, c'est vrai que c'est un mesh très basse def en fait, mais globalement, on voit qu'il n'y a pas de grosses déformations qui se passent ici. Par contre, quand on fait une rotation sur cet axe-ci, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, en fait, on voit que les edges ont tendance à se tordre sur eux-mêmes, un petit peu comme un papier de bonbon qu'on aurait plié pour le refermer. Bon, le poignet ne fait pas des rotations aussi fortes sur un espace aussi court. En général, le maillage va aussi se déformer ici. Si vous tournez votre poignet sur lui-même, vous constaterez que toute la partie entre le coude et le poignet se déforme aussi. Bon, c'est pas le cas ici. Bon, c'est vrai que le mesh n'a pas beaucoup de définition, et donc on pourrait croire que c'est à cause de ça. Alors je remets le mesh dans sa position normale. J'ai donc ici en dessous un mesh avec plus de définition pour justement tester cet aspect des choses. Donc ici, par exemple, si je prends le poignet et que je fais une rotation comme ceci, effectivement, regardez, il y a moyen avec plus de définition d'avoir une déformation qui est progressive entre le poignet et le coude. Donc ça, c'est parce que le skin partage en fait ces valeurs entre ces deux joints-ci. D'ailleurs, si on regarde dans l'outil de painting, la répartition des poids, donc on se rend compte ici que entre le poignet et le coude, on avait une belle répartition des poids. Alors que dans mon exemple précédent, donc ici, les poids sont vraiment très marqués au niveau du poignet uniquement. Alors, ça a l'air bien en fait de travailler comme ça, mais cependant, il y a quand même un problème. Là, je montrais en fait que les rotations le long de l'axe se passent bien, mais dans l'autre sens, c'est pas terrible. Comme on voit là, quand on fait une rotation sur l'axe latéral de la main, on voit que, du poignet, pardon, on voit que tout le skinning forcément se répartit du début à la fin. Bon, ce qui fait que quelque part, quand on regarde les deux solutions, l'une est bien dans ce cas-ci, mais pas bien dans ce cas-ci, et l'autre est bien dans ce cas-ci, dans le cas où on fait une torsion sur l'axe de l'os, mais n'est pas bien dans ce cas-ci. Bon alors, le problème en fait, c'est qu'ici, on va devoir créer un système d'os spécial qui va faire une torsion sur le long de l'os de l'avant-bras, tout en conservant les deux axes du poignet. Alors je reprends une autre scène ici avec un skinning différent, où là j'ai rajouté des os spéciaux. Donc comme tout à l'heure, ici on a l'épaule, le coude et le poignet. Donc les joints qui sont en petit, ce sont les joints qu'on voyait dans le premier exemple et le second. Mais en plus ici, j'ai rajouté deux nouveaux joints que j'ai appelés Elbow Roll 1 et Elbow Roll 2. En fait, ces deux joints-là vont permettre de travailler uniquement la torsion dans le sens de l'os. Alors si on regarde le skinning de ce mesh-ci, la répartition est différente puisque forcément j'ai des joints supplémentaires. Donc le coude, eh bien, skin le début entre le coude et le roll 2 en fait progressivement son poids. Le roll 2 lui partage son poids entre le coude, le roll 2 et entre le roll 2 et le roll 1. Le roll 1 lui
prends toute la partie suivante, donc entre rôle 2 et rôle 1, et entre rôle 1 et le poignet. Et enfin, le poignet, lui, partage son poids entre le poignet, forcément, et le rôle 1. Alors, si je voulais utiliser actuellement le système tel qu'il est là, ça ne marcherait pas. Évidemment, ces joints-ci, pour l'instant, tout ce qu'ils ont, c'est que ils sont simplement parentés à la hiérarchie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ils n'ont aucun comportement en particulier. Si je reprends maintenant le poignet et que je fais la même chose que tout à l'heure, je retrouve le même problème, même s'il y a plus de définition sur mon mesh. Ici, j'en ai rajouté un peu pour assouplir le skinning. Le problème reste le même, ça ne fonctionne pas. Par contre, dans ce cas-ci, ça marche bien en fait. Le fait d'avoir rajouté une définition, ça donne un peu de souplesse, c'est sûr, mais c'est quand même pas ça qui va régler tout mon problème. Donc, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est que quand je fais une rotation sur l'axe le long de l'os, il faudrait que rôle 1 fasse lui aussi une rotation pour assouplir le skinning, et il faudrait que rôle 2 fasse aussi un mouvement léger en fait, donc entre ce que rôle 1 fait et le coude, pour avoir une progression du skinning. Et vous voyez qu'ici, en faisant ça, j'ai une belle progression de ma déformation au niveau du bras. Donc vous voyez que le fait de rajouter des joints qui skinnent des parties différentes du mesh, ça permet vraiment de régler à la fois le problème de la rotation latérale et le problème de la rotation roll le long de l'os. Vous voyez forcément ici, je suis obligé à chaque fois de changer chacun des rolls et c'est pas mon but. Donc évidemment, on ne va jamais animer chacun des rolls séparément et donc on va créer un système qui permet de faire cette rotation automatiquement entre le rôle 1 et le poignet, et puis le rôle 2 qui va réagir entre le coude et le rôle 1. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme système pour automatiquement faire des rotations sur le rôle 1? Alors là, j'ai employé une contrainte de type aim. Alors pour simplifier les choses, pendant un instant, je vais cacher le mesh, comme ça on verra mieux les différents axes qui rentrent en compte ici. Alors on peut constater qu'ici, j'ai vraiment aligné tous les axes exactement de la même manière. C'est pour simplifier mon explication, mais parfois en fait le squelette les os seront alignés de façon différente. Alors j'ai dit que j'utiliserai une contrainte aim. La contrainte aim, son avantage, c'est qu'elle peut faire vraiment donc calculer une rotation à partir d'une position d'objet. Par exemple, ici, je vais créer un cube pour vous montrer les capacités qu'a la contrainte aim. Alors, je vais afficher les axes de rotation de mes cubes. Alors l'idée en fait c'est de la contrainte aim, c'est que cet objet-ci par exemple peut contraindre cet objet-ci avec une contrainte de type aim. Donc ça veut dire que lui, l'objet, le premier cube, va imposer sa position pour que cet objet-ci le regarde sans arrêt en fait. Donc ici, si je prends mes paramètres, je vais juste changer la direction aim de ma contrainte. C'est l'axe des x, donc je ne vais rien changer parce que ça par défaut, ça tombe bien. Donc le aim vector, c'est l'axe x, donc l'axe x de l'objet, qui va regarder l'autre objet qui le contraint en fait. Le up vector, je vais le laisser comme ça, je vais choisir y par défaut en fait, je ne vais rien changer en particulier. Si je fais add, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en réalité maintenant, quand je déplace mon cube, l'autre cube le regarde toujours en direction de son axe x. Ça c'est parce que dans ma contrainte, j'ai défini que c'était l'axe x qui était important. La contrainte aim, elle a d'autres particularités, c'est que on peut, avec un objet, donner une direction à un second objet, mais on peut faire entrer en compte un deuxième objet, en fait, au niveau de la direction d'un second axe. Donc cet objet-ci, je vais l'appeler par exemple
Je reprends mon objet qui est contraint ici, donc avec sa contrainte aim. Et là, en fait, on peut regarder maintenant quels sont les paramètres qui ont été rentrés dans la contrainte aim tout à l'heure. On retrouve effectivement le aim vector en x, le up vector en y. Pour ajouter un autre objet en fait au niveau de la contrainte aim, on va changer ici en prenant le mode object up. Le mode object up, lui, il va prendre en référence un second objet. Ici, l'objet, je l'ai appelé up exprès pour qu'on voit bien le lien entre mes deux objets. Et cette fois-ci, en fait, l'axe de l'objet qui est ici, l'axe du up vector, donc en fait on voit ici que dans la première colonne on n'a rien, donc c'est 0 en x. La seconde on a 1 en y et la troisième 0 en z. Ça signifie que le vecteur up, ce sera l'axe y qui va regarder l'objet qui s'appelle up. Effectivement, regardez ici, on peut voir que quand je déplace cet objet-ci maintenant, l'autre objet réagit bien par rapport à son axe up. Il y a quand même une petite différence entre les deux objets qui sont là. Celui-ci, en fait, c'est la direction, donc c'est aim vector, qui permet de diriger, enfin de changer la rotation du cube qui est tout rose par rapport à son axe x. Dans ce cas-ci, en fait, l'objet va vraiment le suivre dans tous les sens. Tandis que ici, le up vector, lui, il va toujours d'abord, enfin l'axe x va d'abord être l'axe principal du aim vector, et en deuxième temps, dans un deuxième temps, c'est l'axe y, le up vector, qui sera utilisé. Donc dans ce cas-ci, ça marche très bien, pas de problème, il le suit. Par contre, dans cet axe-ci, il ne se passe plus rien. Parce qu'en fait, si l'axe x impose sa direction, à un moment, en fait, lui ne pourra imposer qu'une seule direction et jamais celle-ci. C'est l'axe x qui va les prendre en compte. Ok, donc ça c'est une des particularités de la contrainte aim. Donc ceci, je vais l'appeler par exemple aim. Comme ça on voit que c'est bien ce cube-ci qui contraint en fait celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la contrainte aim? Eh bien, plutôt que d'employer comme up vector un objet, la position d'un objet, on peut aussi utiliser comme object up la rotation de l'objet qui est référencé. Alors cette fois-ci, en fait, on a un nouveau slot qui s'ouvre, c'est le world up vector. Ici, en fait, on peut définir un axe, et cet axe correspond à l'axe de l'objet. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, l'axe y de l'objet qui est contraint, donc le cube qui est rose pour le moment, eh bien, va être contraint par rapport à l'axe y de l'objet up, mais cette fois-ci, en fonction de son angle, en fonction de sa rotation. Regardez, ici, en fait, l'axe y est vertical sur le cube qui est contraint, et actuellement, le cube qui s'appelle up, lui aussi, a un axe y vertical. Et bien cette fois-ci, plutôt, si je fais un déplacement, il ne se passe strictement rien. Par contre, si je fais une rotation, l'autre cube réagit, et les deux axes y auront tendance à rester parallèles. Donc, l'axe y de mon cube up, ici, eh bien, impose bien sa direction par rapport au cube qui est contraint ici en dessous. Alors pourquoi j'explique tout ça? C'est parce qu'en fait j'ai employé ce deuxième concept au niveau de la contrainte aim pour bloquer le roll dans la direction du poignet. Alors plutôt que d'avoir un object up au niveau de mon système qui est ici, je vais employer le même objet qui sert à la contrainte de la contrainte aim. Donc aim ici, non seulement il va imposer sa position pour que l'axe x reste bien en direction du cube, mais en plus, je vais utiliser la rotation du cube aim pour imposer l'angle à l'objet qui est ici. Donc, je retourne dans ma contrainte aim d'exemple. Ici, cette fois-ci, je vais plutôt employer aim comme référence plutôt que d'employer up. Donc, je n'ai plus besoin du up, je l'efface. Je retourne dans ma contrainte aim. Ici, en fait, j'ai l'axe y qui est en référence
sur les deux objets. Donc pour l'object up, donc ici on prend son axe Y. Pour l'objet world up object, donc l'object aim, on prend aussi l'axe Y. Regardez, donc cette fois-ci, quand je fais une rotation sur mon cube, on a bien l'autre objet qui réagit en rotation. Ah oui, forcément, on a employé le aim rotation up de chaque côté sur l'axe Y. Et en plus, si je déplace mon objet, je contrôle sa rotation sur les autres axes. Ok? Alors, tout ça est très bien, mais ça pourrait poser un problème. Le système de la contrainte aim a ses limites. Si par exemple on confond les deux axes Y l'un au-dessus de l'autre, à un moment, lui, il va plus savoir quoi faire. Et donc, hop, regardez, l'axe se retourne complètement. Ça veut dire que quand on choisit un axe secondaire pour le up vector ici, on va devoir choisir celui qui risque le moins de se superposer à l'autre axe. Donc si les deux axes Y ici, quand les deux axes Y sont parallèles, on voit que le cube se retourne. Et donc on va essayer d'éviter d'avoir ça en fait dans notre système. Alors je reprends maintenant le bras. Je vais supprimer mon petit exemple, j'en ai plus besoin. Je vais cacher en fait ma géométrie. Ici le poignet, si vous balancez votre poignet latéralement, donc en faisant aller le plat de la main de gauche à droite, bah vous constaterez que les rotations sont moins grandes que si vous faites basculer votre poignet de haut en bas. Ça veut dire en, en faisant descendre la main vers le bas, en descendant les doigts vers le bas, ou en remontant tous les doigts vers le haut, en fait, donc en bougeant que le poignet uniquement, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de liberté au niveau du poignet dans un sens que dans l'autre. Donc, imaginons que de ce côté-ci, on est le pouce et de ce côté-ci, on est l'auriculaire. Eh bien, quand on fait ce mouvement-ci, il est beaucoup plus grand que si on fait ce mouvement-ci. Ça, ce sont les limites du corps humain. Alors, du coup, on peut constater que cette rotation-ci est moins forte et on risque moins de superposer, donc d'avoir les deux axes qui sont ici, qui se superposent ou qui se contretisent à 90 degrés en fait, tandis que ici, on a beaucoup plus de chances d'avoir ce problème-là. Donc dès lors, ma contrainte aim, je vais plutôt l'utiliser sur l'axe des Z. Donc pardon, ma contrainte aim sera sur l'axe des X, de toute façon pour que ce joint-ci regarde bien la direction en fait, du joint qui est là. Par contre, la rotation up, là, je choisis plutôt l'axe des Z en fait. Alors j'y vais. Ici, mon poignet va contraindre roll 1 avec une contrainte de type une contrainte de type aim. Quels sont les axes que je vais utiliser ici? Le aim vector est bien en direction de l'axe des X, ça c'est bien. Le vecteur lui-même en fait, c'est un object rotation up, et lui en fait, ma référence, ce sera le nôtre qui s'appelle wrist, le poignet. En ce qui concerne les axes, j'ai dit que ce serait mieux d'utiliser l'axe des Z comme référence, parce qu'en fait on a vu que le poignet fait moins de mouvements latéralement que de haut en bas. Donc ici, plutôt que de prendre Y comme up vector, je vais choisir Z, la troisième colonne correspond à l'axe Z. Je vais maintenir l'offset pour qu'il n'y ait pas de modification de mon objet quand je crée la contrainte. La plupart du temps, c'est ce qu'il va falloir faire pour conserver vraiment l'état du roll au moment de la contrainte. Alors, un conseil quand même, c'est que même si vous maintenez l'offset, vérifiez bien quand même que vos axes soient le plus proches possible de ce que la contrainte vous permet de faire pour que la différence qui existe entre la position de l'objet et la rotation de l'objet en fait soit au minimum, vraiment à un minimum. Voilà. Alors je crée ma contrainte. Punch. Et maintenant, je vais réafficher mon mesh pour montrer ce qui se passe actuellement dans mon exemple. Donc, comme tout à l'heure, si je fais ce mouvement-ci, vous voyez, pas de changement. Ici non plus, pas de changement. Par contre, quand je fais tourner
l'objet sur lui-même, regardez, le roll suit bien en fait le mouvement du poignet. Et donc ça se dessine bien, on commence à voir ici que cette partie-ci du poignet suit bien en fait le mouvement de mon poignet. Donc le roll 1 suit bien le mouvement du poignet sur la rotation X, alors que dans les deux autres directions, il ne bouge pas. Donc super, là j'ai déjà réussi à isoler les deux angles par rapport à l'axe central, donc l'axe de l'os. Voilà, donc c'est tout au niveau du roll 1. C'est vraiment ça le système qui fait que ça marche bien. Alors ensuite, le roll 2, lui, ben, j'aimerais bien qu'il partage son angle entre le mouvement sur l'os de l'objet, donc c'est-à-dire la rotation de roll 1, et son référent parent pour que on ait un lien par rapport à l'état neutre du bras en général, quoi. Et donc ici, son parent, c'est le coude. Alors, le coude et roll 1 vont tous les deux contraindre roll 2 avec une contrainte de type oriente. Ici aussi, je vais maintenir l'offset pour conserver l'état de départ de roll 1. Je crée ma contrainte. Du coup, ici, au niveau de roll 2, on a une nouvelle contrainte qui est apparue. Alors, je vais faire un petit test pour voir ce que ça donne. Donc, une petite rotation sur le poignet. Et effectivement, regardez, on constate que si roll 1 tourne par exemple quasiment de 90 degrés ici, roll 2 lui fera une moyenne entre le coude et roll 1. Super, on a vraiment une belle progression ici dans mon avant-bras. Et donc on a réglé le problème de la torsion sur tout l'avant-bras quand le poignet se tourne. Alors, moi j'ai constaté que parfois la contrainte oriente a tendance à sauter. C'est parce que le système de l'interpolation qui est choisi, c'est un mode de moyenne et parfois en fait on dépasse un certain angle et ceci peut sauter. Alors quand ça arrive, bah, il suffit de mettre le mode no flip et la plupart du temps ça fonctionne en fait. Attention, vérifiez bien que vos offsets quand vous créez votre orient constraint ici soient vraiment limités parce que quand un offset est trop grand, le saut d'axe est beaucoup plus rapide en fait. Alors pour éviter d'avoir des offsets qui sont énormes ici, bah, la solution c'est d'avoir roll 1, roll 2 qui sont alignés quasiment, enfin qui sont presque alignés de la même manière que le coude. Parce que les offsets qui sont ici sont issus justement de la différence qui existe d'angle entre roll 1 et elbow. Si vous rajoutez plus que deux rolls dans le bras, le premier roll lui sert uniquement au début de l'avant-bras, donc près du poignet. Si vous rajoutez un roll 2, un roll 3, etc., il va falloir commencer à partager l'influence qu'ont elbow et roll 1 entre les joints qui sont ici entre deux. Donc par exemple, si on a un joint roll 3, eh bien la contrainte oriente, ici, on n'aurait plus deux valeurs égales, mais on partagerait en fait en fonction du pourcentage de la position par rapport à l'avant-bras. Donc ici, par exemple, comme les deux poids sont égales à 1, ça montre bien que cette os-ci est influencée de manière égale entre le coude et roll 1. Par contre, si vous mettez d'autres joints, par exemple un ici devant, on va dire que le premier joint qui est plus proche de roll 1 sera plus influencé par roll 1 que par elbow. Imaginons que celui-ci est plus proche de roll 1. Dans ce cas-ci, je pourrais mettre par exemple que roll 1 influence deux fois plus que elbow ce joint-ci. Ça revient à dire que lui, il est influencé à 30% et celui-ci est influencé à 60%. A l'inverse, si ce joint-ci était beaucoup plus proche de elbow, j'aurais fait l'inverse. On aurait pu dire par exemple que elbow influençait deux fois plus le joint roll 2 que roll 1. Parce que là, en fait, on fait l'inverse, 60%, 30%. En réalité, c'est 66% et 33% pour arriver plus ou moins à 100%. Donc voilà, on a un système qui fonctionne bien et qui permet vraiment d'isoler complètement la rotation et avoir un skinning qui se comporte quasiment comme ce qu'on peut se constater sur notre avant-bras et sur le poignet.